Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, nos 30 minutes d'actu, premier mardi du mois, 17 h. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous accueillons le docteur Anne Gaudier, qui travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et qui maîtrise particulièrement bien les sujets de l'hémostase périopératoire. Et aujourd'hui, on lui a demandé de traiter dans ce cadre-là la place du plasma dans la coagulopathie du traumatisé. Bienvenue Anne. Merci beaucoup pour cette introduction, mesdames, messieurs. Alors en premier lieu, pourquoi est-ce que la SFAR s'intéresse à cette question ? Eh bien parce que le traumatisme sévère reste un problème majeur de santé publique, comme le rappelle chaque année l'Organisation mondiale de la santé. Un décès sur 10 à travers le monde est lié à un traumatisme sévère. Si on veut espérer réduire la mortalité, alors il faut s'intéresser à ces mécanismes. Concernant les décès, un tiers survient immédiatement sur les lieux de l'accident, un tiers va survenir plus tardivement de défaillance multiviscérale et le tiers qui nous intéresse ici survient dans les premières heures suivant l'admission à l'hôpital d'hémorragie incontrôlable. Ces décès sont dits évitables avec l'idée que si on arrivait à contrôler l'hémorragie, alors les patients ne mourraient pas. Ce qui explique l'énergie qu'on a mis ces 10 dernières années dans la recherche sur l'hémorragie du traumatisé et en particulier sur la coagulopathie. Si on regarde en arrière, au début du XXIe siècle, finalement, la prise en charge était extrêmement différente. On pensait à cette époque-là que la coagulopathie était un mécanisme progressif. Petit souci Voilà. Était un mécanisme progressif qui était lié essentiellement au traitement avec une grosse iatrogénie. C'est-à-dire qu'on considérait que cette coagulopathie apparaissait au cours du traitement liée à la dilution par les solutés de remplissage, par la transmution massive en concentré de globules rouges, par l'hypothermie et par l'acidose. Ensuite, il y a eu la guerre. Nous avons un petit problème de décalage. Petit problème de décalage avec les diapos et le... Ensuite, il y a eu la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, et puis les attentats. Et avec ça, notre vision de la physiopathologie de la coagulopathie aiguë du traumatisé a considérablement évolué. Alors qu'on pensait qu'elle était progressive, on a réalisé que cette coagulopathie apparaissait immédiatement sur les lieux de l'accident, dès les premières minutes, indépendamment du traitement que l'on mettait en route. On a réalisé aussi que cette coagulopathie était liée à l'association de lésions tissulaires intenses et d'une hypoperfusion tissulaire, et que c'est cette association qui générait la coagulopathie à travers des mécanismes complexes. Ces mécanismes incluent l'inflammation, la dysfonction plaquettaire, une atteinte de l'endothélium, mais pour ce qui nous intéresse ici, une fibrinolyse avec une fibrinogénolyse, et puis pour la coagulation, à la fois une activation de la coagulation et une anticoagulation systémique. Ça entraîne en pratique une diminution de l'ensemble des facteurs de la coagulation, et pas seulement du fibrinogène, l'ensemble des facteurs dont le facteur 5. Et cette diminution des facteurs de la coagulation est d'autant plus marquée qu'il existe une hypoperfusion tissulaire intense. Par conséquent, puisque l'ensemble des facteurs de la coagulation diminue, il y a un rationnel à apporter, là encore, l'ensemble de ces facteurs, et ici, le plasma s'impose pour la transfusion. Alors bien sûr, les détracteurs de la transfusion de plasma diront que la transfusion de plasma augmente que peu la concentration des facteurs de la coagulation. Et c'est vrai. Et c'est vrai pour peu qu'on administre ce plasma à dose homéopathique. Lorsqu'on augmente la concentration de plasma apporté, alors la concentration des différents facteurs augmente, et ça vaut aussi pour la concentration en fibrinogène. C'est à partir de là qu'on a lié l'augmentation des doses de plasma avec le concept de ratio, qui consiste finalement à associer un nombre de plasma à un nombre de concentrés de globules rouges. Ce qui fait qu'un ratio 1 pour 1 conduit à 6 concentrés de globules rouges pour 6 plasmas. Le premier auteur à avoir suggéré un bénéfice à la transfusion de plasma avec des ratios élevés, c'est Borgman. Borgman, c'est un traumatologue américain qui, pendant la guerre en Irak, a constitué un registre et qui s'est ensuite intéressé aux liens statistiques entre les ratios et la mortalité chez des patients massivement transfusés. Il a ainsi montré que les patients qui étaient transfusés avec un ratio élevé, un plasma tous les 1,4 concentrés de globules rouges, avaient une mortalité beaucoup plus faible que les patients qui étaient transfusés avec des ratios bas, c'est-à-dire un plasma tous les 8 concentrés de globules rouges.
C'est une étude rétrospective qui accepte un certain nombre de biais méthodologiques, mais c'est le premier papier à suggérer un bénéfice au ratio élevé. À la suite de ça, de nombreuses études militaires ont été réalisées, retrouvant chaque fois le bénéfice de ces ratios élevés. Après les études militaires, il y a eu les études civiles, ce qui a fini par constituer un grand nombre d'études, à peu près toujours rétrospectives, qui ont fait l'objet d'une méta-analyse. Et cette méta-analyse a conclu de la même façon, c'est-à-dire que les patients traumatisés massivement transfusés avaient un bénéfice à la transfusion de plasma avec un ratio élevé. Et c'est ces données qui ont été reprises dans les recommandations européennes qui ont valeur de référence lorsqu'on prend en charge les traumatisés, publiées dans Critical Care en 2016, et qui ont montré qu'il était recommandé chez des patients traumatisés chez qui on suspectait fortement une hémorragie massive de transfuser du plasma en association au concentré de globules rouges avec un ratio au moins égal à 1:2. Adossée à cette recommandation, il en existe une autre qui propose de transfuser et de débuter la réanimation hémostatique de façon immédiate. Et c'est ce point qu'il est intéressant de discuter à présent. En effet, l'immédiateté du début de la réanimation hémostatique a été montrée dès 2011 par De Biasi. De Biasi, c'est un autre traumatologue américain qui s'était intéressé... C'est en cours de réglage. C'est un peu compliqué là aujourd'hui. Donc, De Biasi, un traumatologue américain, il s'était déjà intéressé au ratio et là, pour être encore plus sensible, il s'est intéressé au déficit. Il définit le déficit comme étant le nombre de concentrés de globules rouges moins le nombre de plasma, ce qui en résumé finalement correspond au nombre de plasma qu'on a en retard pour obtenir ce ratio 1:1. Et il a évalué le lien entre le déficit et la mortalité au cours du temps, mais le cours du temps c'est en nombre d'heures. Et il a surtout montré que dans la première heure, lorsque ce déficit, c'est-à-dire ce retard en plasma pour un ratio 1:1 est élevé, eh bien la mortalité des patients augmente. Pour aller un pas plus loin, la recherche s'est intéressée à évaluer la réanimation hémostatique dans cette première heure de façon un peu plus robuste qu'avec des études rétrospectives. Et cette fois-ci, des essais randomisés sont arrivés. Le premier essai randomisé, c'est PROPRE. PROPRE, c'est un essai multicentrique américain qui a inclus 680 traumatisés sévères, transfusés de plus de 10 concentrés de globules rouges en 24 heures, ou en tout cas qu'on suspectait de devoir être transfusés de plus de 10 concentrés de globules rouges en 24 heures. Et l'essai les a randomisés entre un ratio 1:1 et un ratio 1:1:2, c'est-à-dire un plasma et une unité plaquettaire, tous les deux concentrés de globules rouges. Le critère de jugement, c'était la mortalité à 24 heures et la mortalité à J30. On voit sur les courbes de survie que d'emblée les courbes s'écartent. On voit aussi que la mortalité à 24 heures est de 12,7% dans le groupe 1-1-1 contre 17% dans le groupe 1-1-2 et pour autant, cet essai manque de puissance, la différence n'est pas significative, et puisqu'il s'agit du critère de jugement principal, on conclut un essai négatif. L'essai est négatif, mais tout de même, on ne peut pas s'empêcher de regarder les résultats sur la mortalité par hémorragie, puisque la transfusion à ratio élevé 1-1-1 s'associe à une réduction de la mortalité par hémorragie, et aussi à un meilleur contrôle de l'hémostase, et ce de façon significative. Ce qui ramène bien l'idée que les ratios élevés sont probablement un vrai bénéfice. Surtout dans cette étude, le point intéressant, c'est la façon dont sont constitués les packs hémostatiques. Dans le groupe 1-1-1, vous pouvez noter qu'il s'agit de 6 unités plaquettaires en premier lieu, suivies par 6 plasmas et 6 concentrés de globules rouges en alternance. Dans l'autre groupe, c'est 3 plasmas et 6 concentrés de globules rouges. Le point le plus intéressant, c'est qu'il faut noter que les 6 plasmas sont transfusés en moins de 10 minutes. On revient bien sur l'idée que la première heure, c'est extrêmement important. Une fois qu'on a décortiqué cet essai, montrant que les toutes premières minutes sont importantes, évidemment, le pas d'après, c'est de se dire que le pré-hospitalier est probablement une période sur laquelle il faut s'intéresser de très près pour la réanimation hémostatique. Et c'est les essais randomisés qui ont été publiés cet été. Le premier, c'est celui du Lancet, qui inclut des patients traumatisés en choc hémorragique, et qui sont randomisés pour recevoir dans l'ambulance soit 2 plasmas, soit un traitement standard. C'est un essai américain avec une prise en charge par des paramédics dont l'objectif est d'arriver le plus vite possible à l'hôpital. Malheureusement, alors qu'on en espérait beaucoup, cet essai est négatif puisqu'il n'y a pas de bénéfice sur la mortalité, ni la mortalité à 24 heures, ni la mortalité à 48 heures.
Mais il faut être honnête, les paramédics c'était extrêmement rapide avec un temps de transfert d'environ un quart d'heure. L'effectif des patients inclus était très petit. Et puis surtout, le triage avait été difficile puisque à peine la moitié des patients avaient bénéficié d'une transfusion une fois arrivés à l'hôpital. On n'est pas vraiment dans du traumatisé sévère. Donc ce premier essai est négatif. On arrive ensuite au papier du New England, publié aussi cet été. De nouveau les traumatisés sévères, toujours une étude américaine. Les patients ont été randomisés en 2 bras. De nouveau la transfusion de 2 plasmas pendant le transport, cette fois-ci en hélicoptère, versus une prise en charge standard. Vous pouvez noter que le temps de transfert est beaucoup plus long que dans l'étude précédente, autour d'une quarantaine de minutes, mais finalement beaucoup plus court que les temps de transfert français. Et cette fois-ci, l'étude est positive, puisque les patients qui reçoivent en préhospitalier du plasma ont une diminution de la mortalité à J30, ce qui va bien dans l'ensemble de ces idées qu'une réanimation hémostatique commencée précocement en préhospitalier améliore le pronostic des patients. Et si ça vaut pour des temps de transfert courts, alors ça vaut probablement en France pour des temps de transfert beaucoup plus longs. Mais finalement, de mettre du plasma dans les hélicoptères, dans les ambulances ou dans les toutes premières minutes suivant l'arrivée du patient à l'hôpital, ça nécessite de réfléchir à comment avoir ce plasma à disposition alors que le nôtre est encore souvent frais et congelé à la banque du sang. Il faut donc s'organiser avec la banque du sang, avoir un circuit de coursier ultra rapide et puis surtout des protocoles avec des packs transfusionnels dans lesquels est défini le nombre de produits sanguins, l'ordre de ces produits et surtout le type, puisque pour le plasma, pour réussir à avoir du plasma immédiatement disponible, les options qui s'offrent à nous, c'est le plasma déjà décongelé ou bien le plasma lyophilisé. Puisqu'on discute du plasma dans la prise en charge du traumatisé, évidemment, il y a une question très à la mode, c'est dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer du plasma et réanimer un polytraumatisé sans transfusion de plasma? C'est l'approche allemande et autrichienne, l'approche Theragnostik pour l'association de thérapeutique et diagnostic. L'idée, c'est de réaliser un diagnostic rapide et individualisé de la coagulopathie en utilisant des appareils avec des méthodes viscoélastiques et ensuite, en fonction des résultats de ces appareils, de faire un traitement ciblé par des concentrés de facteurs, essentiellement des concentrés de fibrinogènes et des concentrés de complexes prothrombiniques avec pour objectif donc d'éviter la transfusion. Un essai randomisé monocentrique a évalué cette stratégie. Il s'agit de l'étude RETIC. Des patients traumatisés avec un ISS supérieur à 15, à risque d'hémorragie, avaient un test viscoélastique réalisé à l'arrivée avec un ROTEM. Et lorsque ce ROTEM diagnostiquait une coagulopathie, les patients étaient randomisés pour recevoir soit du plasma frais congelé, à dose homéopathique, 15 ml/kg, soit des concentrés de facteurs, essentiellement du fibrinogène, mais aussi un peu de concentrés de complexes prothrombiniques. Le critère de jugement principal, c'était la défaillance multiviscérale à 28 jours. Il s'agit de nouveau d'une étude négative. Il n'y a pas de différence sur l'incidence de la défaillance multiviscérale. De même, il n'y a pas de diminution du séjour en réanimation et pas de diminution de la mortalité hospitalière. Cependant, les auteurs mettent en avant le bénéfice de cette option thérapeutique en montrant que tout de même, d'administrer des concentrés de facteurs, ça permet de réduire l'incidence de la transfusion massive. J'insiste sur le fait que tout de même l'étude est négative et que si on regarde justement la transfusion massive, contrairement aux études précédentes, l'incidence de la transfusion massive dans cette étude est faible, avec moins d'un tiers des patients massivement transfusés. On n'est plus dans les traumatisés très sévères des études américaines. Ce qui fait que les concentrés de facteurs administrés en fonction de tests viscoélastiques représentent une option, mais surtout une option à explorer dans la recherche clinique. Et puis dans le fond, plutôt que de devoir choisir entre transfusion de plasma ou concentré de facteurs, la vraie question c'est de savoir si on ne pourrait pas associer ces deux méthodes. Il n'y a pas d'essai randomisé qui teste cette hypothèse, mais cette étude, dont la méthodologie est discutable, permet tout de même d'avancer. Il s'agit d'une étude initialement rétrospective où on prend des patients traumatisés, on sélectionne ceux qui ont une coagulopathie à l'aide d'un INR supérieur à 1,5 et ensuite on regarde ceux qui ont reçu uniquement du plasma et ceux qui ont reçu du plasma plus des concentrés de complexes prothrombiniques en les appariant avec un score de propensité. Vous pouvez voir ici les résultats. Les patients qui ont reçu du plasma et des concentrés de complexes prothrombiniques ont une correction plus rapide de l'INR, mais surtout, ils ont une diminution des besoins en concentrés de globules rouges et en plasma et une diminution de la mortalité.
On est loin de laisser randomiser, néanmoins c'est un premier pas qui suggère que l'association de ces produits avec des concentrés associés au plasma pourrait être une option pour la prise en charge initiale, immédiate, rapide des polytraumatisés sévères. La question suivante, si on discute de l'administration de plasma, c'est sur quel test, sur quel résultat? Est-ce qu'on utilise le laboratoire et la biologie ou est-ce qu'on utilise au contraire de la biologie délocalisée? Il y a peu de données robustes, mais il y a quand même l'essai randomisé monocentrique de Gonzalez, publié en 2016. Ce papier a un seul défaut, c'est d'être monocentrique. Il compare chez des patients traumatisés sévères deux façons de mener la réanimation hémostatique, soit avec un algorithme basé sur les tests du laboratoire, l'INR, la concentration en fibrinogène, la numération et les dédimères, soit l'administration des traitements en fonction de tests viscoélastiques. Cette fois-ci, il s'agit du TEG, avec là encore l'administration de fibrinogène, de plaquettes et d'acide tranexamique. Les patients à l'arrivée, comme ils étaient sévères, recevaient d'abord un pack hémostatique constitué de 4 concentrés de globules rouges et de 2 plasmas, en attendant les résultats de ces différents tests. Vous voyez ici les résultats. Ils montrent que lorsqu'on compare ces deux méthodes, il n'y a pas de différence sur la quantité de produits sanguins administrés. Il y a une diminution de l'administration de fibrinogène dans le bras avec test viscoélastique, mais surtout, lorsqu'on fait de la médecine individualisée, dans ce bras avec les tests viscoélastiques, il y a une diminution de la mortalité à 28 jours. Je vous ai dit, le problème c'est que c'est une étude monocentrique, mais qu'elle est extrêmement séduisante et qu'elle devrait conduire à la réalisation de la même étude avec des algorithmes proches en multicentrique pour vérifier que cette administration de produits concentrés de facteurs et plasma frais congelé permet d'avoir un vrai bénéfice sur le pronostic des patients. J'en ai fini en attendant les questions et finalement j'ai tenté de vous montrer que chez le traumatisé sévère, avec une coagulopathie, les recommandations ont considérablement évolué par rapport à la décennie précédente. Il est aujourd'hui recommandé, en cas d'hémorragie massive, de transfuser du plasma avec des ratios élevés, surtout de débuter cette transfusion de façon très précoce, le plus tôt possible, dès l'arrivée du patient à l'hôpital, voire en préhospitalier quand c'est envisageable, ce qui conduit à réfléchir sur les produits qu'on va utiliser à la place du plasma lyophilisé. Et puis surtout, ça recentre la question au point de départ, qui est le triage des patients entre sévères avec coagulopathie et non sévères sans coagulopathie, et sur le monitorage de la biologie. Merci beaucoup Anne pour cette excellente revue. Alors effectivement, en question, on pourrait aborder plusieurs sujets. Finalement, donc ces travaux, on a bien vu la séquence et l'histoire qui a fait progresser le rétrospectif, la traumato de guerre, puis la traumato civile, et donc avec beaucoup de données qui se sont concentrées sur le traumatisé, on va dire, en transfusion massive. C'est quoi d'ailleurs la définition habituelle de transfusion massive? C'est une définition qui est plutôt a posteriori. C'est une définition qui est très a posteriori, qui a été faite finalement essentiellement au départ pour publier, pour avoir la possibilité de définir une population de patients qu'on puisse comparer d'une étude à l'autre. Donc comme c'est rétrospectif, c'est la transfusion de plus de 10 concentrés de globules rouges dans les 24 premières heures. Ça, c'est la définition la plus classique. Après, on peut arriver à plus de 6 concentrés de globules rouges sur 4 heures ou 4 sur 6 heures, c'est assez variable. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est l'impression qu'on va avoir une transfusion intense à l'arrivée du patient. C'est finalement essentiellement ça. Et d'ailleurs, j'ai tenté de le montrer dans les études américaines. À l'inclusion des patients, c'est les patients pour lesquels on pense qu'on va faire une transfusion massive. Il y a toute une part d'intuition. Donc il y a une part d'intuition et on voit que finalement, alors ça dépend, les intuitions sont plus ou moins bonnes, puisque finalement, dans ce qu'on est en théorie censé inclure, on s'aperçoit qu'il y en a 50% qui sont effectivement très transfusés, voire que 30%. Donc, quelles seraient tes propositions finalement pour comment on les reconnaît, comment est-ce qu'on peut progresser pour reconnaître ces patients-là? Alors, il y a quelque chose de drôle dans ces différentes études, mais en même temps, c'est assez rassurant quand on regarde les études américaines. Quand la prédiction de l'hémorragie massive est faite par les paramédics, une fois sur deux, finalement, ils se trompent. Une fois sur deux, les patients ne sont pas massivement transfusés. Quand elle est faite à l'inverse par les responsables du Trauma Center, c'est l'étude propre. Bon, il y a encore un peu d'échecs, néanmoins, la proportion de réussite dans la prédiction, elle est beaucoup plus élevée.
Dès la phase préhospitalière, on scene. Quand le patient arrive, quand le patient arrive. Ils prédisent ce qui va se passer. Néanmoins, dans la discussion, ils acceptent deux choses. D'abord qu'ils n'ont pas établi de score dans cette prédiction. C'est juste le patient est arrivé, c'est la façon dont ils l'ont senti, et qui est quand même extrêmement proche de notre pratique. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont perdu en puissance dans cette étude parce qu'un certain nombre de fois, ils se sont trompés et que le recours à la transfusion massive a été moins important que prévu. Est-ce que tu penses que s'il fallait refaire l'étude, ne serait-ce que celle qu'on aurait envie de faire, on prendrait quoi comme critère d'inclusion? Est-ce qu'on peut raffiner ça? Est-ce qu'il y aurait des méthodes de diagnostic rapide, donc ultra rapides, qui pourraient permettre de encore mieux cibler ces patients? Alors, il y a la difficulté du bilan lésionnel préhospitalier qui est transmis, donc ça c'est une base, ça permet d'avancer. Évidemment, il y a des patients qui sont d'emblée en préhospitalier hypotendus, tachycardes, pour lesquels la question va assez peu se poser. Théoriquement, ceux-là, on va les transfuser massivement. Et puis, il y a ceux qui sont entre deux eaux pour lesquels les choses ne sont pas très claires, soit parce qu'ils sont un peu hypotendus mais pas tachycardes, soit l'inverse, soit parce qu'on a l'impression d'un bilan lésionnel important mais avec une stabilité hémodynamique. Et pour cela, on aurait envie de pouvoir avoir de la biologie très précoce. Je dirais qu'il y a des papiers français entre Jean-Stéphane David et Pauline de Raas qui suggèrent que finalement le coaguchèque ou l'INR ratio, donc des petits appareils de biologie délocalisés qu'on peut embarquer en préhospitalier, permettraient de prédire assez bien la coagulopathie avec des valeurs d'INR qu'on peut discuter, mais supérieures à 1,2 ou supérieures à 1,5 comme dans certaines de ces études. Ça, je pense que ça pourrait guider. Et puis une fois qu'ils sont là, c'est la discussion sur la place de la thromboélastographie qui peut-être permet d'adapter le traitement, mais très clairement permet de diagnostiquer le patient avec coagulopathie ou pas en 10 à 15 minutes. Parce qu'en fait, un des enjeux, donc, c'est de les reconnaître. Donc, reconnaître ceux qui sont en train de saigner. Et puis, parce qu'il y a aussi des enjeux chez ceux qui vont être transfusés, mais pas de façon massive. Parce que on sait qu'a priori, ces recos ne s'appliquent pas chez ceux-là. C'est ça. Il y a deux aspects. On aimerait ne pas gâcher les produits chez des patients qui n'en ont pas besoin, mais au-delà de gâcher, il y a l'intérêt, ou plutôt l'absence d'effets secondaires d'une transfusion massive lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Là, pour le coup, il y a un petit peu de littérature, il n'y a pas d'essais randomisés non plus, mais il y a une succession d'analyses de données rétrospectives qui montrent, une fois qu'on réalise la méta-analyse de toutes ces données, que des patients traumatisés qui n'ont pas besoin d'une transfusion massive, lorsqu'on les transfuse massivement tout de même, il n'y a pas de bénéfice sur la mortalité. Et puis quand on regarde ces différentes études, on peut noter qu'il n'y a pas de bénéfice sur la mortalité, mais pire que ça a des effets secondaires de les transfuser massivement inutilement, avec dans cette situation une augmentation des effets secondaires, essentiellement dominés par le SDRA, quand on les transfuse massivement alors que ça n'était pas nécessaire. Et puis quand on regarde ensuite la quantité de plasma qu'on leur a administré par excès, plus on administre du plasma par excès, plus l'incidence des complications augmente. Donc clairement, pour ces patients-là, ce n'est pas nécessaire. Et c'est d'ailleurs ce que disent les recommandations françaises, cette fois-ci, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la transfusion de plasma, qui précisent que lorsqu'il n'y a pas d'hémorragie massive, pas de transfusion massive, il faut monitorer la transfusion de plasma sur la biologie. On recommandait à ce moment-là, en 2012, le TQ, c'est-à-dire l'équivalent de notre TP, en gardant le seuil de 40%. Donc lorsque TP est inférieur à 40%, il faut transfuser du plasma. Lorsqu'on reste supérieur à 40%, ça n'est pas nécessaire. Et chez des patients qui ne saignent pas massivement, pour lesquels on n'a en tout cas pas de doute, on peut rester à des doses de 10 à 15 millilitres pour la transfusion de plasma. Okay. Alors, j'ai quelques questions. Une première sur l'étude sur la transfusion des PFC en préhospitalier, publiée cet été, donc il y en a deux en fait. Mais dans celle où on ne sait pas, s'il y a un acteur dont on n'a pas parlé encore, c'est l'acide tranexamique. Et donc, effectivement, on ne sait pas si ça a été utilisé ou pas. Et avec peut-être une surmortalité non expliquée dans le groupe contrôle, que peut-on faire de ce travail ? Je pense que, quel que soit l'essai randomisé, même de grande ampleur qu'on prend, on va toujours y trouver des limites. Et on pourra toujours dire, en France, on aurait fait différemment. Clairement, en France, aujourd'hui, on administre l'acide tranexamique de façon systématique, comme c'est recommandé, et comme l'a montré CRASH 2. Mais justement, si on revient à CRASH 2, il y a eu plein de discussions avant qu'on accepte les résultats de CRASH 2 qui montraient que lorsqu'on administre de l'acide tranexamique, on diminue la mortalité des polytraumatisés par rapport à un placebo, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est
très fortement recommandé. On avait fait remarquer que quand même la population, ils n'étaient pas vraiment français, ils étaient quand même très africains, que ce n'était pas la même prise en charge, pas parce qu'ils étaient africains, mais parce que les standards de soins n'étaient pas les mêmes. Et que dans le fond, peut-être que le bénéfice sur la mortalité, c'était lié à l'absence de standards de soins. Ce qui ne change rien, qu'on parte d'un standard de soins très bas ou d'un standard de soins très haut, on arrive à gagner avec l'acétranexamique. Je dirais que dans cette étude publiée cet été dans New England, même s'il n'y avait pas l'acétranexamique, on a gagné beaucoup. Si on rajoute l'acétranexamique, peut-être on va gagner un peu moins, mais une étude qui montre sur moins de 1000 patients un bénéfice en mortalité, ça vaut quand même le coup de s'y intéresser et d'aller dans ce sens-là, parce que c'est convergent avec le reste de la littérature. Donc effectivement, le fait que la plupart des études sur les ratios ne soient pas françaises et que ne tiennent pas forcément compte d'un usage maintenant qui est devenu extrêmement large de l'hexacyl en France, ça ne change pas fondamentalement leur conclusion et ce qu'on peut en tirer pour vos pratiques, à ton sens. Je pense que ça ne change rien. Ça montre, dans une étude supplémentaire, avec une jolie méthodologie qui accepte des biais, que la transfusion très précoce de plasma est bénéfique pour le patient. Très bien pour cette question. J'ai une autre question sur qui risque d'être pas forcément très simple. Je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité de PFC à administrer quand on est en plus en choc hémorragique et qu'on utilise un cell saver et donc de l'autotrans en cell saver? Est-ce que ça doit changer un peu la donne sur ces ratios entre le volume le ratio CG PFC finalement? C'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. Ce qu'on veut dans le fond, c'est apporter aux patients des globules rouges, des facteurs de la coagulation, avec ce qu'il y a d'autre dans le plasma, parce qu'il ne faut pas négliger les protéines, et puis on a oublié un des éléments qui est les plaquettes. Donc quelque chose qui ressemblerait à du sang total. Si on utilise le cell saver, on va essentiellement récupérer des globules rouges, qui accessoirement sont quand même de moins bonne qualité que les concentrés de globules rouges de la banque du sang. Donc on se retrouve avec des globules rouges, il faut quand même y associer le plasma et les plaquettes. Donc il faudra considérer ce que donne le cell saver, et je dirais que tous les 250 ml de cell saver, on repart sur une unité de plasma et puis des plaquettes en association. Ok, j'avais une petite question, là le temps passe sur les seuils de plaquettes. Est-ce que finalement maintenant on travaille sur un seuil de plaquettes ou de toute façon le premier set est un peu en choc hémorragique, il est un peu sans les seuils finalement? Alors, est-ce qu'il faut utiliser toujours un seuil avant de déclencher une transfusion de plaquettes? C'est une bonne question. Si on s'appuie sur les recommandations, la réponse elle va être double. Les recommandations européennes continuent de s'appuyer sur des seuils de plaquettes, 50 000 mais surtout 100 000 gigas par litre comme seuil lorsque le patient saigne activement et massivement. A l'inverse, les recommandations françaises sur la transfusion de plaquettes recommandent plutôt de discuter de ratio et d'administrer très précocement des unités plaquettaires. Si on retourne à l'essai propre, qui randomisait deux ratios, 1-1-1 contre 1-1-2, le groupe qui gagne, celui qui permet de réduire la mortalité par hémorragie et d'améliorer le délai à l'hémostase, c'est le groupe qui reçoit 6 unités plaquettaires dans les premières minutes de la réanimation. Donc j'aurais envie de conclure de cette étude que probablement le bénéfice il est lié à l'administration très précoce de plaquettes. Ça reste probablement parce qu'on ne peut pas l'établir. Mais là encore, ça va avec le reste des arguments de la littérature. Et sur un gros patient de polytraumatisé qui saigne massivement, pour lequel on suspecte une coagulopathie très sévère, je pense qu'il faut administrer très précocement des plaquettes avec des ratios élevés en association au plasma et au concentré de globules rouges, avec de l'acide tranexamique. Avec de l'acide tranexamique. Voilà. Est-ce que, pour finir, je ne suis pas sûre que la question soit si simple sur les 2 minutes qui nous restent. Témoin de Jéhovah. Est-ce que finalement, est-ce que la question est vraiment une question de est-ce qu'on passe des PFC ou pas? Ou est-ce que la question n'est pas une question de comment je gère la coagulopathie? Alors, j'en ferai une réponse très personnelle que tu pourras commenter. Un témoin de Jéhovah traumatisé sévère avec une coagulopathie, d'abord probablement il a un tube, il ne peut pas parler. Mon objectif c'est de lui sauver la vie. On discutera de comment je vais chez le juge ensuite. Et comme on discute de lui sauver la vie, je vais administrer comme s'il n'était pas témoin de Jéhovah, des concentrés globules rouges, des plaquettes et du plasma avec un ratio élevé. C'est un point de vue personnel.
Donc l'idée est qu'effectivement, mais ça c'est un rappel, qu'effectivement que en phase extrêmement aiguë, c'est des informations qu'on n'a pas. On sait très bien qu'en plus les gens peuvent s'exprimer différemment en fonction de la situation aiguë et que là il faut probablement, quand on n'a pas l'info, faire. Et puis après, on rediscute avec les gens, mais pas prendre de décision en aigu à un moment où effectivement on voit que chaque minute compte. Bien, merci beaucoup pour cette intervention. Je vous dis, on se retrouve au mois de janvier. Premier mardi de janvier, un sujet de pédiatrie sur la réhabilitation rapide après chirurgie en pédiatrie, donc avec le professeur Souel Damani. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez déjà vous inscrire pour le e-congrès de début février, où on vous attendra nombreux en tout début février. Et puis d'ici là, je vous souhaite de rester connectés sur le site de l'Assoir. Vous avez accès à tous les replays des émissions précédentes. Et celui d'aujourd'hui sera disponible probablement à partir de demain. Bonne fin de journée. Au revoir.